Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va se faire un petit retour d'expérience et on va détruire Scrum, on va le réduire à néant, il va y avoir du sang. Vous allez voir dans la deuxième partie de la vidéo. Première partie de la vidéo, d'abord on va s'intéresser un petit peu à un bref rappel de ce qu'est Scrum. Et déjà avant de commencer toute chose, ce qu'il faut savoir c'est que Scrum ça reste un outil d'organisation. On peut en tirer le meilleur comme on peut en tirer le pire. Et bien sûr ça dépend simplement du cas d'usage, de l'adaptation qui est nécessaire d'en faire. Personnellement, je suis assez convaincu que c'est un très bon outil. Néanmoins, voilà, il y a des nuances à apporter, comme tout outil qui se respecte, hein, avec à peu près n'importe quel bon outil. On peut très bien faire du bien comme du mal. Avec un simple marteau, on peut enfoncer des clous, comme on peut aller détruire son voisin. Il n'y a aucun souci. Donc on va faire d'abord un bref rappel, ensuite on va faire un pour, un contre, un petit peu, en tout cas les éléments que j'en retiens en pour et contre à titre personnel. Donc pour commencer déjà on va se faire un bref retour de ce que représente Scrum pour les gens qui ne connaissent pas. Scrum c'est quoi? C'est donc un mode d'organisation du travail et ça reste de l'organisation du travail. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous allez faire du Scrum que vous allez avoir on va dire conçu, élaboré, et vous avez les garanties que ce que vous allez en sortir va être bon. Ça va vous permettre d'atteindre votre objectif dans les meilleures conditions possibles, potentiellement, hein, si c'est adapté au cas de figure que vous avez, mais c'est pas pour autant que si vous faites une erreur technique, un mauvais choix technique, vous n'avez pas prévu certaines choses, c'est pas Scrum qui va vous garantir que vous allez passer à côté de ces erreurs, ou en tout cas c'est pas lui qui a la charge de relever de ces erreurs. Il va vous faire relever certaines difficultés, ou en tout cas il va aider à faire remonter certaines difficultés, mais c'est pas lui qui va permettre de faire les choix techniques et les bons choix techniques. Donc voilà, déjà première petite nuance qu'on va dire. Donc si on doit imaginer Scrum, on va se dire voilà c'est un espèce de gros tuyau comme ceci. Le but de Scrum, donc du coup, c'est de fonctionner. Il y a plusieurs termes qui sont en lien avec Scrum. Alors on va pas le regarder dans le détail. Hein. Le but c'est juste de poser un petit peu les principes de base pour que les gens qui ne connaissent pas du tout puissent s'y retrouver. Après, bien sûr, il faut aller beaucoup plus loin pour en connaître encore plus. Scrum fonctionne en mode de sprint. Là, par exemple, on peut imaginer 3 sprints différents. Des sprints, ce sont des périodes. On va dire S1. On va réduire sa taille. Voilà. S1, S2 et S3. Derrière ces sprints, c'est quoi? C'est une durée de quoi? C'est une échelle de temps sur laquelle on va travailler et qui est finalement la tranche de temps sur laquelle on va itérer. C'est-à-dire qu'on va avoir un process qui va marquer un début de commencement d'un ensemble de tasks et un process aussi à la fin qui va marquer la fin de cet ensemble de tasks et l'ensemble donc permet de borner ce qu'on appelle un sprint, donc le temps de déroulement de cet ensemble de tasks. Et derrière on va enchaîner sprint après sprint suivant le fonctionnement des équipes. Alors ces sprints peuvent être variables, souvent on retrouve du 2 semaines, du 3 semaines, suivant les tailles, les temps de durée de ces sprints, ça peut poser plus ou moins de difficultés. Par exemple, si on fait revenir sur des sprints de 2 semaines, on va faire revenir très souvent certaines cérémonies dont on va parler juste après, et derrière, ces cérémonies vont nécessiter de se concentrer un laps de temps donné sur ces cérémonies-là, et faire en sorte qu'on ait ces cycles. Derrière, ça veut dire que si on a fait quelques petites tâches sommaires dans un sprint, derrière, les cérémonies peuvent avoir un impact assez important par rapport à la tâche réelle qui a été exécutée. Donc ça, c'est un autre élément qu'il faut avoir en tête. Ces sprints, donc du coup, comme je vous disais, ils sont un petit peu bornés par différentes cérémonies. Première cérémonie, quand on va lancer le sprint, on va appeler ça l'engagement. Donc le fait de commencer un sprint, hop, on va dézoomer un petit peu, l'engagement, ça marque le début de sprint. Donc on va le modéliser un petit peu comme ceci. Et puis ensuite, en fin de sprint, on va avoir ce qu'on appelle une sprint review qui va marquer. Alors après, il y a des variations. Hein, il y a beaucoup. C'est un petit peu l'intérêt de Scrum, c'est que les entreprises généralement essayent d'en tirer le meilleur, ce qui va être en tout cas le plus adapté à leur cas de figure. Donc derrière, on va avoir
même sur ces cérémonies-là, pas mal de variations suivant les entreprises. Il y en a qui vont chercher à appliquer stricto sensu le mode Scrum strictement, c'est-à-dire, et ça va être extrêmement, ça peut donner des cas de figure relativement lourds en termes d'administratif. Ça va apporter d'autres garanties par ailleurs, mais ça a des conséquences également. On va avoir on va dire le sprint review en fin de sprint. Et donc l'engagement, lui, il a pour but de marquer le début de sprint. Donc c'est là où on va dire qu'on va avoir des tâches à réaliser et que ces tâches-là, c'est parti, c'est le moment de commencer à les faire. On va les affecter à chacune des personnes et c'est parti. La review, elle, c'est le contraire, c'est-à-dire qu'on va faire le bilan du sprint passé. Alors au-delà de dire ce qui a été proprement fait d'un point de vue sur le fond, on va aussi regarder la forme. La forme est très très importante et c'est quelque chose qui me paraît très très intéressant du point de vue Scrum. C'est-à-dire qu'on va regarder et se concentrer également sur le fonctionnement de l'équipe. Est-ce qu'on a été bon? Est-ce qu'on n'a pas été bon au global? Pour qui? Pourquoi? Et comment on peut faire pour s'améliorer de manière à faire en sorte que, entre le sprint 1 qui est là et le sprint 2 qui est là, eh bien, au-delà de simplement s'améliorer peut-être même techniquement, on va s'améliorer également sur le fonctionnement de l'équipe. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est très très important. On est dans un milieu où généralement on peut être assez absorbé par son travail et devant les écrans, peut-être des fois même moins communicatif, et bien ça va forcer à se dédier à un temps donné, à un échange entre les collègues et bien redéfinir le fonctionnement d'une équipe, en tirer les meilleures conclusions possibles pour pouvoir progresser et de manière itérative, puisque comme je vous le disais, on va faire des successions de sprints et donc à chaque fois le but ça va être d'itérer, de répéter ces démarches-là pour en tirer toujours le meilleur profit. Derrière, au sein de ces sprints, on va avoir généralement, et bon, le nom parle de lui-même, on va avoir ce qu'on appelle des daily. C'est quelque chose qu'on retrouve en Scrum, mais pas forcément. Donc ces daily, comme le nom l'indique, ça va être tous les jours. Alors pas forcément tous les jours. Pourquoi? Pour qui? Pourquoi? Parce que tout simplement, suivant les tailles d'équipe, suivant les types de projets réalisés au quotidien par les équipes, ça vaut pas toujours le coup de faire des points quotidiens. Néanmoins, l'intérêt des daily, là, ça va être de lever les points de blocage le plus rapidement possible. Je trouve que ça, c'est aussi un des points forts de Scrum, c'est qu'on va se dire, ok, on travaille en équipe, potentiellement, donc on va y revenir un petit peu après, avec des équipes en associant des gens qui ont des métiers différents. On va avoir potentiellement un SRE, un sysadmin, un ingé peut-être réseau, un ensemble d'une équipe de développeurs dedans, des gens qui vont faire de la QA, on va retrouver également des gens qui font du produit, et derrière ça va permettre de mettre toutes ces personnes-là ensemble qui auparavant fonctionnaient en mode, on va dire, horizontal, donc vraiment travailler en équipe du même métier. Et bien là on va faire en sorte de les rapprocher entre eux, avec des métiers différents, de manière à lever le plus rapidement possible des points de blocage, notamment sous-jacents aux métiers qui peuvent être différents. Donc ça c'est quelque chose qui est aussi très important. Donc le daily c'est tous les jours, et puis de temps en temps, à fréquence également définie, régulière, on va avoir ce qu'on appelle des refinements. Alors les refinements c'est quoi? Hop. Les refinements c'est des réunions alors moins courantes que les daily pour le coup, donc généralement ça va être peut-être une fois par semaine, un point, on va se poser et on va passer en revue l'ensemble des tickets, si je devais être assez générique, des tickets donc sous forme de story, donc c'est-à-dire des ensembles, soit des tickets individuels, soit des tickets imbriqués les uns avec les autres, puisqu'ils constituent quelque chose de plus important, ce qu'on appelle également des épiques par exemple. Vous retrouvez ces termes-là notamment dans des outils comme Jira, qui sont très centrés sur les modes d'organisation du travail, notamment Scrum, mais aussi également d'autres modes d'organisation. Et bien, ces refinements vont permettre, non pas de s'intéresser aux tâches du sprint actuel, mais de préparer le sprint à venir. C'est-à-dire qu'on va préparer les tasks, on va les noter et on va, à partir de cette note, pouvoir déduire si on va passer une journée à faire la task, 2 jours, 3 jours, etc. Donc la difficulté de la task, c'est à ce moment-là qu'on va la noter pour pouvoir se dire, ok, ça va prendre vraiment beaucoup de temps ou ça va prendre peu de temps. Alors quel est l'intérêt derrière? C'est que
derrière, quand on va démarrer le sprint suivant, du coup, on va avoir cet ensemble de tasks qui vont pouvoir démarrer. Ça va être le moment de l'engagement. On va activer ces tasks et on va pouvoir dire, ok, à ce moment-là, pour le sprint S2, je sais que j'ai Tartampion qui est en congé pendant X jours, Bidule qui est là tout le sprint, etc. Et donc je connais mon potentiel possible en termes de volume de travail. Je connais mon équipe, je sais combien, on va dire, j'ai d'équivalent temps plein, hein, si on revient un petit peu au mode old school, à utiliser, et je vais utiliser les notes que j'ai mis à mes tasks pour pouvoir dire, ok, donc du coup, potentiellement, je peux gérer X points, gérer sur le total de l'ensemble de ces tasks. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Ça définit, on va dire, très grossièrement le mode Scrum. Et donc maintenant, on va voir un petit peu les pour et les contre de ce mode Scrum. On va reprendre juste comme ceci. Hop, voilà. Alors si on reprend, on va se faire un petit classique. Hein, on va se faire comme ceci. Hop, voilà. Et voilà. Donc on va se mettre comme ça. Et on va se dire, ok, on a les pour, et on a les contre. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut être, donc, comme bien souvent, hein, sur des méthodes de travail, etc., il y a des choses qui vont être très adaptées à certaines entreprises, d'autres moins adaptées à d'autres entreprises, et comme toujours, je pense que la meilleure manière de réagir, c'est de se dire, on essaye d'en tirer parti, d'en prendre les meilleurs, de faire des choix collectifs, hein, et pour pouvoir se dire, ok, on rentre dans ce mode-là. Donc, on va partir sur ces éléments-là. Donc, les pour, par exemple. Première chose qui me semble très important, c'est la capacité à remonter les problèmes et points de blocage. Donc ça, on l'a évoqué tout à l'heure. C'est quelque chose qui est extrêmement important. Hop, on va se le mettre ici, voilà. C'est quelque chose qui est extrêmement important, et je trouve, pour avoir fonctionné il y a une petite dizaine d'années sur des équipes, on va dire, qui ne fonctionnaient pas en mode Scrum, mais on va dire en mode sysadmin, un petit peu à l'ancienne, avec même du ticketing qui organisait quand même extrêmement bien le travail. Néanmoins, ce qui pouvait manquer parfois, c'est de signaler un point de blocage, en tout cas assez rapidement. C'est-à-dire que on pouvait très bien se rendre compte d'un point de blocage individuellement, continuer à travailler malgré tout et à essayer de chercher la solution sans faire forcément appel à d'autres collègues. Et là, c'est là que Scrum peut intervenir efficacement, notamment avec les daily qui ont cette fonctionnalité qui est assez intéressante de dire au moment où on est en train de travailler sur quelque chose, bah tiens, je suis en train de bloquer sur ce point-là, que ce soit de notre domaine ou pas finalement, et de pouvoir remonter rapidement l'information et peut-être de trouver une solution très rapidement puisqu'on est en fonctionnement daily, c'est-à-dire au jour le jour. Alors le mieux, c'est encore d'être infra-day pour résoudre ces problématiques-là quand même, plutôt que d'attendre simplement le daily du lendemain, bien sûr. Autre point que je trouve assez intéressant, c'est, on va dire, et je pense que certains vont me comprendre, c'est de permettre d'organiser des gens qui n'ont pas envie de s'organiser, ou en tout cas qui n'ont pas l'habitude de communiquer entre eux et de vouloir s'organiser entre eux. Alors c'est un peu exagéré, très volontairement, organiser des gens non organisables, on va dire. Mais derrière, vous m'avez un petit peu compris, je pense, c'est que derrière, il y a des gens qui refusent les méthodes un petit peu de travail. Alors il y a des gens qui ont leur propre système de travail, hein, ça n'empêche pas non plus d'avoir ses propres idées sur la manière de travailler, mais il y a des gens complètement qui disent non, moi je rends les trucs comme ça vient et tout, et ça, bah, en fait c'est pas concevable, puisque derrière l'objectif c'est d'avoir un rendu, de rendre un service le plus efficacement possible, le plus rapide possible, et de manière optimum, c'est-à-dire de rendre le service tel qu'on l'entend, tel qu'il a été validé, etc. Et c'est pas l'occasion de réinventer n'importe quoi pour pouvoir apporter la solution si jamais on a par exemple un service qu'on a déterminé auparavant avec un client. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Ça apporte quand même certaines garanties du fonctionnement global en équipe. Néanmoins, petit au là, pour moi, voilà, on est des ingénieurs. Un ingénieur doit
savoir travailler et gérer son temps, gérer aussi sa disponibilité pour une équipe, savoir interférer et interagir dans une équipe, ça fait partie du métier d'ingénieur, au-delà que de s'enfermer dans ses propres tâches, ça fait partie, alors que certains parlent de mindset, etc., peu importe les termes, et peu importe les bullshit words, ce qui compte, c'est de se dire, je suis quelqu'un qui est ingénieur, il a quand même un certain niveau de formation, etc. Alors moi c'est pas mon cas, mais derrière on attend de lui d'être proactif, à la fois au niveau de lui-même individuellement, mais également aussi au niveau global de l'équipe. Ça fait partie des qualités intrinsèques fortes à avoir et à développer, si ce n'est pas le cas, hein. Rien n'est impossible à changer, donc c'est l'occasion également de le faire. Alors ça permet aussi du coup de, bien sûr, de faciliter la communication, c'est-à-dire que plutôt faciliter la communication, c'est-à-dire que plutôt que de réinventer des fois des choses, de se faire des nœuds dans la tête à chercher des méthodes de communication, c'est vrai que des fois je suis assez, même sur les astreintes, des fois il y a des gens qui cherchent midi à 14h, alors que dans d'autres sociétés, ça marche très très bien, il y a des choses qui fonctionnent, etc. Scrum, par exemple, les origines de Scrum, de agilité, de ces choses-là, souvent on le retrouve, et ça n'émerge pas de l'informatique, ça émerge généralement d'autres secteurs d'activité, par exemple très souvent ça émerge du milieu japonais, notamment de l'automobile, où c'est des méthodes qui existent et qui ont fait leurs preuves pendant des années. Alors ça veut pas dire que c'est forcément toujours les bonnes méthodes, hein. On n'est pas tous des japonais, on n'est pas tous en train de travailler dans le secteur de l'automobile, bien sûr, donc ça nécessite des adaptations et une prise en compte pour pouvoir évoluer. Donc faciliter la communication, c'est quelque chose qui est important, les dailies sont là pour ça, pour faciliter la communication. Chaque personne doit avoir son mot à dire au niveau des dailies. Ce qui est intéressant dans les dailies, du coup, c'est d'essayer de passer en revue ce qu'a fait chacun, que chacun expose un petit peu ce qu'il a fait, non pas pour fliquer ce qu'a fait la personne, sinon je trouve ça extrêmement destructeur, mais pour que la personne puisse, d'une part, essayer de mettre un petit peu en valeur ce qu'il fait, qui remonte bien sûr ses difficultés, mais au-delà de ça, qu'il puisse trouver sa place dans l'équipe, et que chacun ait son mot à dire, c'est-à-dire s'il y a une personne bavarde comme moi qui monopolise la parole, c'est pas terrible, il vaut mieux avoir une sorte d'équilibre et que on entende tout le monde, c'est quelque chose qui est aussi important. Donc ça c'est un point important. Derrière, on a également amélioré le travail de l'équipe. Donc ça, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, je vais pas trop revenir dessus, mais améliorer l'équipe, même plus au global, c'est-à-dire mieux comprendre comment elle fonctionne. Donc on va y revenir un petit peu après, il y a un autre point positif dessus, mais améliorer l'équipe, c'est également donc lui trouver une organisation, hein. C'est l'occasion de se dire ok, on va définir une organisation, parce que on peut très bien fonctionner correctement avec une équipe qui a une certaine organisation, mais qui ne l'a pas déterminée de manière factuelle, on va dire écrite entre guillemets, et ce qui fait que si une personne nouvelle entre dans l'équipe, et bien derrière, elle va pas avoir tout de suite toutes les notions en tête. Ce qui est bien, c'est de dire, ok, tu veux connaître comment on fonctionne nous, tu vas lire tel document, tu vas voir, ça t'explique de A à Z comment on fonctionne, suivant tel et tel cas. Alors, faut pas que ce soit non plus une usine à gaz et que la personne mette X minutes avant de comprendre vers qui elle doit aller, etc. Mais ça permet de bien comprendre comment fonctionne l'équipe. Et la capacité d'itération, ce que je trouve pour améliorer, qui est vraiment très très intéressant, c'est les reviews. Elles ont un rôle capital, on va en reparler dans le contre également, mais la review a un intérêt majeur pour pouvoir faire améliorer les capacités de l'équipe. Et le tout, c'est pas de se dire ouh, on a été bon là au cours du sprint, etc. Alors il faut dire ce qui s'est bien passé, etc. Il faut dire ce qui s'est mal passé, sans forcément flécher les gens, et c'est plutôt même à éviter, mais surtout, il faut se dire, ok, dans le sprint prochain, comment on fait pour éviter les écueils qu'on a pu rencontrer, et imaginer que peut-être on est à passer à côté de quelque chose, ou en tout cas on a relevé un point qui peut peut-être soulever quelque chose. La review, c'est le moment d'en parler et de faire améliorer un petit peu ces choses-là. Alors, on va accélérer un petit peu. La capacité à itérer, donc ça vient avec améliorer l'équipe, hein. Et itérer derrière, alors on pourrait revenir un petit peu sur des études un peu psychologiques, etc., ou les gens qui travaillent dans le développement personnel, etc.,
ou dans les gens qui aident, qui font du développement personnel auprès, par exemple, des entrepreneurs, etc., qui ont pignon un petit peu sur rue, itérer, c'est quelque chose qui est très très pratique. Être organisé au sein d'une journée, répéter les mêmes choses, c'est un gage d'efficacité assez important. Ça n'empêche pas que derrière, il faut avoir des périodes de flottement, mais il faut que celle-ci soit cadrée. C'est-à-dire que je me dis tous les matins, par exemple, tous les matins entre 9 et 10, j'ai une période de flottement où je vais faire procrastiner, on va dire, sur mon travail, etc., faire de la veille, etc. Et après, c'est parti, j'envoie du lourd. C'est quelque chose qui est très très important. C'est un exemple que je vous dis comme ça, mais ça peut être n'importe quoi. C'est pas forcément ce que je fais non plus, mais c'est quelque chose qui est très très important. L'organisation, on y reviendra peut-être dans d'autres vidéos. Pour moi, comment je m'organise avec la chaîne, etc. C'est un facteur mais prépondérant qui va permettre d'être efficace et d'être à ce que l'on est. C'est ça qui est quelque chose qui est très 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 important. Les statistiques. Alors là, on va dire les statistiques, pas juste pour les chiffres. Hein. Des statistiques, quand on n'en tire que des chiffres, ça n'apporte rien. Néanmoins, là, au niveau de Scrum, c'est quelque chose qui est important. Alors, je parle de statistiques, on va dire plutôt de chiffres. Il y a des termes, les burn-up, etc. Peu importe les termes, ce qui est intéressant avec Scrum, c'est qu'on peut en tirer des chiffres, c'est-à-dire des points réalisés, etc. On parle de vélocité de l'équipe, c'est-à-dire la capacité à traiter des tâches et à être efficace dessus. Derrière, ce qui est intéressant, c'est surtout que c'est un moyen de mesurer un petit peu les capacités de l'équipe. Ce qui est important, c'est de bien considérer au niveau de l'équipe et pas juste à la personne. C'est-à-dire que dire que Bidule a fait moins de points qu'il a fait les X derniers mois, etc. Je trouve ça relativement médiocre à faire. Parce que derrière, on ne prend pas en compte la considération de l'équipe. On peut très bien avoir des gens qui vont être, on va dire, moyens dans les réalisations de tâches, mais par contre qui vont être cruciaux dans le fonctionnement de l'équipe parce qu'ils vont aider Pierre, Paul et Jacques à eux avancer sur leurs tâches et à réaliser les choses. Alors certes, c'est pas forcément comme ça qu'on conçoit toujours les choses, mais en tout cas, à certains moments, ça peut être capital et crucial d'avoir ce type de ressources-là, voire même, je pourrais en parler, mais plus loin, il y a aussi des gens, on va dire, qui, entre guillemets, créent l'ambiance, créent les bonnes conditions de travail, l'environnement d'une équipe dynamique et qui passe du bon temps au travail. Ça aussi, ça peut être quelque chose d'assez important. Les statistiques aussi, donc c'est la capacité à avoir du recul sur ce qu'on est capable de faire et dans quel délai on est capable de le faire. Ça, c'est quelque chose qui est considérable, bien sûr, au-delà de Scrum. C'est la capacité à se connaître soi-même. Connaître les capacités d'une équipe, c'est encore mieux. Et derrière, ça va permettre aussi, bien sûr, au niveau des engagements et des refinements, quand on va voter les tasks et les temps qu'on va mettre sur chaque task, de pouvoir réaliser les choses. Donc ça, c'est quelque chose qui est capital d'avoir ce recul-là. Attention, ça ne veut pas dire l'effet contraire, ça ne veut pas dire qu'il faut passer un temps de folie à remplir des choses avec des chiffres, donc ça je les connais plus bien sûr dans l'administration, mais où on va rentrer, on va dire aujourd'hui j'ai passé tant d'heures à faire tel bidule, ou tant de jours à faire tel bidule, etc. Il faut que ça reste des choses très très fluides, qui ne vont pas avoir un effet contraire, c'est-à-dire générer du travail supplémentaire et manger sur le temps disponible de l'équipe. Ça, c'est quelque chose qui est important. Alors maintenant, on va passer sur la partie un petit peu plus saignante, c'est les contre Scrum. Alors, comme je vous disais, faut pas le prendre en pour-contre. C'est en tout cas des choses que j'ai pu noter depuis quelques années, depuis que je fais du Scrum. En tout cas, que j'ai pu le pratiquer. J'ai pas fait du Scrum depuis, là, ça fait 1 an, quelque chose comme ça. Mais j'ai pu noter par le passé, il y a de ça quelques années. Première chose, c'est la solution qu'apporte Scrum, c'est-à-dire d'être en mode organisation, on va dire, relativement verticale, c'est ce que ça donne en tout cas au niveau des équipes. Ça peut être aussi un inconvénient pour une société. Alors, on va se prendre un cas. Admettons que j'ai une équipe A en mode Scrum. J'ai une équipe B en mode Scrum. Ceci. Elles fonctionnent en mode vertical, c'est-à-dire, on va dire, les deux ont à peu près la même chose. Dedans, elles ont des SRE, elles ont des DevOps, elles ont tous les mots sympathiques du moment, des software engineer, platform engineer, peut-être pas là, c'est pas adapté, des product owners, machin, etc. Donc, on a 2 équipes. Ces 2 équipes,
en fait, comme elles fonctionnent en mode Scrum et qu'elles ont la tête dans le guidon pour faire leur sprint, hein, c'est souvent le cas, hein, c'est-à-dire qu'on fonctionne en mode on y va parce qu'il faut faire des points, il faut y aller, et on a 2 semaines pour y aller, et on y va, eh bien ça finit par faire une sorte de cloisonnement, une sorte de mur entre les deux équipes. Bon, jusque-là, pas trop de problèmes, puisque leur but c'est de faire des choses, on va dire, qui potentiellement peuvent être différentes. Néanmoins, ces choses sont pas toujours différentes. Imaginons que l'équipe A a besoin de développer une feature pour donc une équipe de produits ou de product owner, etc., qui a déterminé un besoin donné au niveau de l'équipe A. L'équipe B fait des choses un petit peu en lien, en tout cas des choses interconnectées avec l'équipe A. Et donc là, on a une feature qui va être demandée à ce niveau-là. Une feature de A, on va dire. Alors, ce qui se passe, c'est qu'à un moment, si personne ne relève la tête du guidon, ce truc-là, cette feature, elle va tomber dans un sprint. Donc elle va d'abord être placée au niveau du refinement, notée, machin, etc. Et puis elle va tomber dans un sprint. Et au moment de ce sprint, on va dire oh, ok, go, il me faut dans les 2 semaines, il faut que ce soit fait, que ce soit fini, point barre. Le problème, c'est que si à aucun moment il y a quelqu'un qui dit ah mais au fait cette feature, elle peut peut-être intéresser l'équipe B parce que finalement sur ce point-là, on fait à peu près la même chose, on utilise peut-être les mêmes libs, ou on fait peut-être au niveau du rendu d'un client, c'est quelque chose peut-être qui peut intéresser le client également pour l'équipe B. S'il y a personne qui à un moment dit ah ok, ça intéresse l'équipe B et du coup on va factoriser et ce qu'on va créer là va être plus polyvalent, plus universel, et faire en sorte que éventuellement soit le travail peut être repris très facilement par l'équipe B, soit il peut être fait directement par l'équipe A. Le fait d'être la tête dans le guidon ici, assez souvent, ce qui peut se passer, c'est que le truc tombe dans le sprint, on fait le truc vite fait, et puis finalement, à un moment donné, on se dit ah ouais, mais en fait, il y a la feature A qui peut intéresser aussi l'équipe B, et là, il va falloir repasser derrière. Et parfois, le fait de repasser derrière, alors que ça n'a pas été conçu en prévoyant le cas de figure que ça puisse être universel, ça va être plus difficile à réaliser que d'y avoir pensé le premier coup. C'est pas toujours le cas, attention, mais ça peut être le cas. De la même manière, c'est que ça peut être aussi bloquant d'un point de vue innovation, c'est-à-dire qu'il y a des choses, ça va être purement de l'innovation, c'est-à-dire que l'équipe B qui est là, elle a peut-être des points communs avec l'équipe A sur des éléments de travail, et si quelque chose qu'on considère peut-être que comme pas forcément utile pour l'équipe B, peut être utile pour l'équipe A. Et si la demande arrive strictement au niveau d'une des équipes, on voit que derrière on peut trouver des problématiques de transversalité, donc il faut gérer cette transversalité, donc il y a des modes d'organisation qui permettent ça, mais il faut toujours garder en tête que du coup Scrum n'est pas le garant non plus d'une bonne communication au sein global de l'entreprise sur les aspects transverses. C'est ce que je souhaite remonter dessus. Alors derrière, bien sûr, l'idée c'est de faire des réunions de Scrum ou de Scrum Master, on va dire plutôt, donc les personnes qui sont en charge de gérer les sprints, pour pouvoir qu'il y ait une coordination, mais il faut y veiller vraiment à ces aspects-là, en tout cas me semble-t-il. Donc voilà, l'aspect, on va dire, verticalisation des équipes qui peut avoir un effet un petit peu délicat. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a encore? On a la préparation des tâches. Donc ça c'est quelque chose qui est important. La préparation des tâches, ça évite pas l'aspect conception, l'aspect POC, etc. Donc il faut pas oublier ces éléments-là. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas parce qu'on va faire du Scrum que ça veut dire que forcément on a un produit qui à la fin va être bon. C'est-à-dire ici j'ai mon pipeline qui est comme ceci. Avec ce pipeline, si j'injecte dans ce pipeline un truc qui est de la daube, je vais en sortir un truc qui est de la daube. Le seul résultat, c'est qu'en fait, je vais l'avoir fait juste plus vite, de manière organisée, mais je vais en sortir quand même un truc pourri. Donc derrière, il faut quand même avoir un regard toujours important de se dire Scrum ne reste qu'une organisation de travail. Ce n'est pas quelque chose qui va me faire ma conception,
m'aider à faire cette conception, oui peut-être en termes de travail, mais c'est pas elle qui va me faire mon modèle de données, c'est pas elle qui va prévoir que ce que j'ai fait là, en fin de compte, bah dans 2 ou 3 mois, enfin je revienne complètement dessus parce qu'en fait j'ai fait quelque chose où j'ai omis des choses, etc. Et peut-être même je vais l'avoir fait en mode Scrum, je vais l'avoir fait très vite, mais néanmoins je vais avoir le sentiment peut-être d'avoir fait quelque chose de bien, mais en fait je vais y revenir dessus, et peut-être même je vais y revenir très souvent dessus. Alors ça, attention, ça ne veut pas dire que cette méthode-là est mauvaise. On a la méthode qui est aussi l'itération par l'erreur, hein, c'est-à-dire la correction possible en itération. Hein. Donc on va faire quelque chose avec un premier jet qui va pas forcément être terrible, on va corriger, on va faire quelque chose dans un second jet qui va être un petit peu meilleur, et ainsi de suite comme ça. Donc c'est de l'amélioration continue, hein, finalement. Néanmoins, attention, quand on est sur des projets ultra structurants d'une entreprise, il y a des briques où on sait on ne pourra pas revenir dessus. Exemple, si on veut faire un parallèle, si je construis une maison par exemple, imaginons j'ai dessiné la maison, je sais qu'elle va être jolie, et je lui fais un toit rose et des murs violets, etc. Ça ressemble à rien mais c'est pas grave. Derrière donc je me dis ok, je fais des fondations pour ce type de maison qui va être carré. Et puis, je commence à monter les murs dessus. Puis je me dis, bah non, en fait, moi, mes murs, ma maison, je voudrais qu'elle soit d'une forme rectangulaire ou ovale. Là, vous voyez tout de suite le problème, c'est-à-dire que les fondations, on ne pourra plus jamais revenir dessus. De toute façon, on remettra jamais les choses d'équerre. Tout au mieux, on fera un gros patch monstrueux et qui sera une verrue énorme qu'on portera toujours et qui aura un coût en termes de charge de travail et de conception qui sera considérable. Donc, c'est au début qu'il faut traiter ces choses-là. Donc ça, c'est quelque chose qui me paraît extrêmement important. Alors, on peut faire rentrer ces éléments-là dans le Scrum, hein. Ça veut dire, d'ailleurs, on va prévoir des sprints dédiés à cette phase-là. Mais en tout cas, ça ne veut pas dire que fonctionner en mode Scrum va éviter ces tâches-là, et ça ne veut pas dire parce qu'on a fait du Scrum qu'on est sûr du résultat. On peut très bien faire n'importe quoi en faisant du Scrum. Alors, continuer un petit peu. Donc du coup, là, on est sur on va dire la préparation, on va dire préalable, quoi. Derrière aussi, au niveau du Scrum, le truc qui m'a fait le plus rigoler, en tout cas ça m'a pas fait si rire que ça, c'était la première fois il y a quelques années que j'ai entendu ça, et je me suis dit mais en fait, quelle conclusion on peut en tirer? Donc c'est le cas de l'ingénieur, junior ou pas forcément, ça c'est pas forcément le cas, mais c'est ce que peut générer l'effet Scrum qu'en fait. Si j'étais mauvais langue, je parlerais d'infantilisation ou de déresponsabilisation quelque part pour des personnes qui sont ingénieurs. Pour moi, déjà, les choses ne vont pas ensemble. Ce que je viens d'évoquer ne va pas ensemble. C'est-à-dire que c'est pour la première fois de ma vie où j'entendais un ingénieur qui disait je ne sais pas quoi faire. Voilà, j'ai fini mes tâches, je ne sais pas quoi faire. Alors bien sûr, bon là je caricature, les termes étaient exactement cela, mot pour mot, hein, c'est pour ça que ça m'a marqué, c'est pour ça que je fais d'ailleurs cette vidéo-là un petit peu aujourd'hui, je ne sais pas quoi faire. Je trouve ça tellement marquant dans les mots d'un ingénieur, hein, et dans le domaine où on est, hein, il y a toujours des choses à faire, tout le temps, etc. Alors après, attention, il y a le je ne sais pas quoi faire qui a deux vocations, hein. Il y a je ne sais pas quoi faire parce que voilà, je suis un petit peu tranquillou, ou le fait de dire ok, je ne sais pas quoi faire, il y a d'autres tâches à faire au niveau de l'équipe, dans quelle tâche je peux m'inscrire, etc. Néanmoins, ça veut dire que quand même, le pipeline que l'on a vu juste au-dessus ici pour gérer Scrum, il doit être toujours alimenté, et je pense que parfois il faut pas s'empêcher de faire des entorses que de rajouter des choses si on est déjà à jour, etc. Il faut pas en oublier non plus le fait qu'il faut faire de la veille, qu'il faut être proactif sur les éléments qu'on réalise, etc. Donc ça, je pense que c'est quelque chose d'important. Donc l'ingénieur et le côté un petit peu infantilisation, c'est-à-dire qu'en fait, plutôt que la personne individuellement s'organise et c'est l'équipe qui s'organise, il faut pas en oublier que voilà, quand tu restes un ingénieur, il faut rester dans le mode proactif, organisé, hein. C'est pas parce que l'équipe est organisée qu'on doit être soi-même ne pas avoir d'organisation, hein. Ça n'empêche pas que quand on prend une tâche individuellement, on peut avoir de la méthodologie pour la réaliser avec efficacité toujours, mais ça c'est quelque chose qui est important. Donc on va dire ingénieur
allez, si je devais grossir le truc, je vais dire infantilisation. Mais ça, en tout cas, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué d'entendre ça. C'était exceptionnel. Sur le coup, j'en ai souri, puis après, je me suis dit, mais que peut-on en conclure? Alors, il y a aussi le fait de la lourdeur administrative que peuvent générer certains outils d'organisation. Alors, à la fois, on va dire, dans le mode global, mais aussi dans le mode individuel. C'est-à-dire dans le mode global, si on a quelque chose qui est très lourd, on sait que de toute façon, au fur et à mesure, tout au cours du temps, on va manger du temps à gérer cette organisation. Il va falloir une personne dédiée à ça, etc., etc. Donc, il faut en être conscient simplement, et ça fait partie de l'équipe. Il faut peser les pour et les contre et faire le bon choix. Ensuite, ponctuellement, c'est-à-dire que par là, par exemple, il y a certaines tâches, on va mettre plus de temps à les noter, à les review, etc., plutôt que de les faire. Exemple, un alter table sur un varchar 15 à passer à 255 sur une table MySQL qui a une importance moyenne, c'est quelque chose qui va prendre quelques secondes à être fait, potentiellement. Attention, bien sûr, il y a plein de cas de figure où ce n'est pas à faire de cette manière-là, j'exagère bien sûr le trait, mais derrière, voilà, ça va prendre quelques secondes. La notation, c'est quelque chose qui va prendre quelques secondes, mais à plusieurs personnes, parce qu'on va demander à tout le monde de noter, ça va nécessiter peut-être une review, juste pour dire, ah ok, j'ai fait un alter table de un varchar de 15 sur du 255, qu'est-ce que ça va apporter, qu'est-ce que ça fait avancer. Ça peut être quelque chose qui finalement n'a que peu d'intérêt pour l'équipe, pour le fonctionnement de l'équipe. Ça ne veut pas dire que la personne n'a rien fait, et c'est là où ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est qu'il pointait du doigt des personnes qui ont fait peu de points, etc. Moi, je préfère personnellement voir des gens qui vont dépoter ces tâches-là, ça ne rentre peut-être pas dans la notation, etc., mais que ça va être fait, plutôt que de se dire ah bah ok, on va passer par un système de notation, ah mais comme ça n'a pas été noté, il faudra le faire le sprint prochain, parce que je peux pas m'engager dessus tout de suite, parce qu'on est déjà dans un sprint, etc. Des fois, c'est quelque chose qui peut être très lourd. On reviendra à la fin un petit peu sur le côté SRE, et sysadmin par rapport également à Scrum, voilà. Donc ensuite il y a aussi les reviews. Alors les reviews, c'est quelque chose qui est très très bien, franchement je trouve ça vraiment très très bien. Néanmoins, il faut que ça reste très très efficace. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est un moment où on va bloquer une équipe entière. Donc une équipe qui est plus ou moins importante, donc du coup qui a une charge plus ou moins importante pour la société, hein, une charge même financière. Donc c'est quelque chose où il faut pas juste se contenter de se dire tiens on a fait truc machin, etc. et hop c'est bon, tout va bien. Non, il faut vraiment, comme je disais tout à l'heure, être proactif sur qu'est-ce qui s'est passé lors du sprint, comment on peut vraiment en tirer le meilleur et s'améliorer pour le prochain sprint, etc. Ça, c'est quelque chose qui est crucial, sinon c'est contre-productif puisqu'on bloque une équipe sur un temps donné. C'est quelque chose qui peut être délicat. Néanmoins, ça permet quand même de discuter en équipe, quelque chose qui est très important. Également, un autre point, et ça sera le dernier point sur ça, et ensuite on va parler un petit peu de mon rapport sysadmin avec Scrum, c'est aussi la capacité à avoir une coordination à large échelle. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire qu'on peut avoir... il ne faut pas s'habituer à... que le fonctionnement, cette habitude de fonctionnement en petits sprints fasse que l'on fasse des projets à petite échelle. Donc là, il faut des projets ambitieux. C'est-à-dire que sur une année, par exemple, on va imaginer une roadmap sur une année, on va appliquer du Scrum pour dérouler cette roadmap. Néanmoins, il faut garder à l'esprit que on doit avoir des projets, une ligne continue, une ligne qui va désigner là où on veut se rendre à court, moyen, long terme, avoir une vision et que tout le monde dans l'équipe puisse se projeter dans cette vision-là. C'est-à-dire que si les gars qui sont dans l'équipe donc une vision à 2 semaines en permanence, c'est complètement contre-productif. Ce qu'il faut, c'est que la personne elle sache se dire ok, je travaille dans ce sprint-là qui est imbriqué dans un travail qui est à court, moyen, long terme à tel et tel objectif pour pouvoir avancer, avoir une cohérence et garder à l'esprit quelque chose qui est motivant. De la même manière en matière de coordination, là on a parlé d'une roadmap d'un point de vue
tâche spécifiquement. Ensuite, il y a la roadmap d'un point de vue, on va dire, amélioration des ressources et connaissances au sein d'une équipe. C'est-à-dire que si le fait au sein des sprints fait que je vais par exemple splitter les connaissances, alors les connaissances, il y a deux manières de les gérer au sein d'une équipe, soit on fait de la spécialisation, soit on fait quelque chose qui est plutôt général ou un intermédiaire avec des pools un petit peu au sein des équipes. Ça doit rester cohérent avec le mode sprint, c'est-à-dire que si je veux avoir des spécialistes de, je sais pas, PostgreSQL par exemple, bien, il faut pas que les sprints viennent en opposition de ça, c'est-à-dire que dès qu'il y a une tâche en PostgreSQL, il y en a un qui bondit alors que finalement dans l'acquisition de connaissances, ça matche pas complètement au niveau des acquisitions et des spécialisations qu'on veut dans l'équipe. Donc il faut aussi avoir un petit peu ça en tête. Attention, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode, hein. Ça veut pas dire qu'il faut des spécialistes, il faut pas de spécialistes, etc. C'est vraiment à adapter au cas par cas, mais néanmoins, ça a un effet. Donc ça, il faut le retenir également. Alors ensuite, dernier point, Scrum versus SRE, sysadmin, enfin bon, ce que l'on souhaite, mais en tout cas, ce qui est, on va appeler ça sysadmin. Ça fait toujours du bien de parler avec des mots un peu moins buzzword. Donc derrière, il y a toujours cette difficulté de se dire une équipe de sysadmin, de SRE, ça rentre forcément moins bien dans les sprints. Et effectivement, ça rentre moins bien. Pourquoi ? Parce qu'il y a des tâches, et il y a énormément de tâches imprévues ou des tâches ponctuelles ou des tâches, comme je disais tout à l'heure, un alter table ou je ne sais quoi, des tâches courtes, extrêmement courtes, qui peuvent être faites très rapidement pour débloquer d'autres équipes. Et donc ça, c'est très très difficile finalement à intégrer dans des sprints. On peut pas prévoir ces choses-là à l'avance. Un incident qui peut prendre, je sais pas, 10 minutes, 1 heure, une journée, et bien d'ailleurs ça se prévoit pas non plus. De la même manière qu'il y a aussi d'autres types de projets en sysadmin SRE, c'est qu'il y a des projets où on sait pas à l'avance combien de temps on va prendre. Par exemple, on veut changer un moteur de base de données. Ce moteur de base de données, on imagine que ça va être le moteur X. Et puis on commence à faire des tests, des benches, etc. Donc on essaye d'organiser ça en mode Scrum. Ok, très bien. Donc on va faire des itérations, ce qui peut être à peu près réalisable. C'est-à-dire on va dire tiens, on va mettre tant de temps pour installer quelque chose. Malheureusement, peut-être que ça se passe pas aussi bien que prévu, donc on va mettre un peu plus de temps. Ensuite, on va faire des benches. Bon, ça on y arrive à peu près. Et tout ça à la fin, peut-être pour se rendre compte que non, ce moteur-là, c'était pas le bon. Donc on va passer à un autre moteur. Et du coup, là, on va, les sprints, on va les redécaler complètement, on va être obligé de repartir de zéro, etc. Et donc finalement, très rapidement, on peut se retrouver avec un mode Scrum qui est pas du tout adapté à des sysadmins ou des SRE ou autres. Et derrière, ça va être contre-productif d'essayer de les faire rentrer dedans. Alors il y a des méthodes quand même pour pouvoir faire rentrer ce type de métier dedans. C'est déjà d'une part d'éviter les notations, le fait de mettre des durées fixes. Ça, c'est quelque chose qui peut être contre-productif parce que derrière, les gens vont essayer de se calquer sur cette durée-là, alors qu'en fait, le but, c'est pas de se calquer sur la durée, c'est de réussir à faire la tâche avant toute chose et de la meilleure des manières possibles. Donc ça, c'est une méthode. Il y a aussi le fait d'avoir des sprints plus ou moins longs, donc on peut étendre la durée de sprint de manière à se donner des temps plus de souplesse, d'éviter les retours des reviews trop souvent. Il y a ce genre de choses. Les daily aussi, on peut très bien se dire, plutôt que de faire des daily tous les jours, alors bon, le terme est plus adapté du coup, mais on va le faire tous les X jours parce qu'on sait que on est sur des phases de mode projet peut-être, et derrière ça sert à rien de se revoir tous les jours parce qu'on sait très bien que sur certains projets, il faut demander 2 jours pour boucler certaines choses. C'est ce genre de choses. On peut difficilement donc prévoir des phases de run et l'intensité des phases de run sur certaines équipes vis-à-vis des phases de build. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes et c'est à mon sens pour ça que voilà, donc ça dépend bien sûr des sociétés. Je pense que des grosses sociétés d'hébergement par exemple, du Scrum sur du sysadmin, etc., ça a du sens, ça, en tout cas avec des adaptations peut-être, etc., mais ça a plus de sens. Sur des petites sociétés où les équipes sont relativement petites, peut-être même en sysadmin SRE, ça peut avoir moins de sens si on est sur des équipes spécifiques dessus.
Voilà un petit peu tout ce que je pouvais vous dire sur Scrum. Donc j'ai plein d'ondes positives venant de Scrum. J'en ai aussi des exemples dans ma tête où je me dis mais en fait ça peut donner des choses bien pourries. Donc comme toujours, c'est des méthodes de travail, il faut s'en inspirer, il faut en tirer le meilleur profit, il faut se les adapter à soi, à son entreprise, au contexte. Ça, il n'y a pas de miracle, et c'est aussi ce qui fait les joueurs, on va dire, de travailler en équipe et d'avoir la chance de faire le métier qu'on fait. C'est que on n'est pas obligé de respecter strictement certaines choses, de faire un peu d'avoir un petit peu d'intelligence. Il suffit d'adapter ces choses-là, et finalement les choses peuvent être à la fois agréables et efficaces en même temps, sans pour entrer dans des très grosses lourdeurs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. N'hésitez pas également à en parler autour de vous. Si vous voulez rejoindre les membres, plus de 1000 membres maintenant, cliquez sur rejoindre, cliquez sur la petite cloche si vous êtes déjà abonné, ça vous permettra de ne pas manquer les prochaines vidéos, et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki.